Bon, ça les fera venir. Mais écoutez, merci en tout cas, Monsieur Sokolov, d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la délégation. Je vous salue ainsi que l'équipe qui vous accompagne. Nous avions à cœur d'organiser cette audition avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies, parce que vous fédérez plus de 800 collectivités et structures adhérentes, régions et métropoles, comme syndicats intercommunaux et départementaux, et vous couvrez environ 80% de la population. Et puis vous n'hésiterez pas, dans votre propos liminaire, éventuellement, à corriger ou préciser certains points de mon propos, avec des compétences très, très étendues pour l'ensemble des services publics locaux en réseau. On pense naturellement à la distribution d'énergie, électricité, gaz, chaleur, éclairage public, le cycle de l'eau, assainissement des eaux usées, distribution d'eau potable, la gestion et la valorisation des déchets, les réseaux numériques avec la couverture des territoires en très haut débit. Et finalement, quel que soit le mode de gestion des services publics locaux, vous êtes garant de la qualité du service rendu aux usagers. Parmi les sujets qui nous semblent particulièrement importants dans le contexte et que nous partageons, je crois, c'est notamment la question de la transition écologique et énergétique, pour lesquels les collectivités territoriales sont pleinement engagées. Pour ne citer que quelques grands chantiers, nous avons celui, naturellement, la décarbonation des mobilités, puisque les collectivités sont un certain nombre à exercer cette compétence. Je pense aussi au chantier majeur de la rénovation thermique de leur parc immobilier, qui nous semble être ici aussi au sein de la délégation un chantier très important. Et je vous partage cette information. Nous allons organiser en début d'année prochaine un colloque ici à l'Assemblée avec la délégation et d'autres partenaires autour de l'investissement public local, pour essayer d'identifier, et peut-être pourrez-vous déjà nous donner quelques pistes dans votre intervention, comment est-ce qu'on accompagne, comment on incite les collectivités territoriales à accélérer ces grands chantiers de la transition écologique et énergétique, dont celui de la rénovation des bâtiments publics. Et nous pourrions aussi avoir un éclairage de votre part, notamment sur les dispositifs qui ont été créés, comme les contrats de performance énergétique, par notamment la loi du 3 août 2009, dite Grenelle 1, à voir si vous avez des retours de vos adhérents sur ce type de dispositifs qui ont vocation notamment à faciliter, à inciter l'ensemble des collectivités à s'engager dans ce grand chantier. Un deuxième sujet que je voudrais partager avec vous, puisque la délégation aux collectivités territoriales s'en est saisie, c'est la question de la gestion du cycle de l'eau. Nous avons une mission en cours qui est conduite par mesdames Poussier-Winsbach et Taurine sur cette question de l'eau. Là encore, on sait que c'est un enjeu fondamental, la gestion et la préservation de la ressource en eau. Et ce serait intéressant d'avoir aussi votre retour sur ces enjeux-là. Et puis un troisième, au titre notamment de la décarbonation des mobilités, sur lequel il me semble qu'un échange pourrait être éclairant pour nous. C'est avec la loi de 2019 d'orientation des mobilités, dite la loi L'Homme, complétée par la loi Climat et Résilience, prévoit l'installation d'infrastructures adaptées aux véhicules électriques, les fameuses bornes de recharge. Alors certains EPCI sont chargés de cette fonction, de cette mission d'installation des offres de bornes de recharge sur leur territoire. Et si vous pouviez partager avec nous un peu quel regard finalement, combien s'en sont emparés, où est-ce qu'on en est de développement de ce grand chantier qui est fondamental de mon point de vue pour accompagner les nouveaux usages, les nouvelles formes de mobilité, puis finalement atteindre nos objectifs de décarbonation des mobilités. Voilà quelques questions pour entamer nos échanges, mais sans plus attendre, je vous laisse, monsieur le directeur général, la parole pour un propos liminaire et puis après un échange libre entre nous. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, messieurs les députés. Donc d'abord, je souhaite vous remercier de nous donner la parole ce soir, puisque même si nous nous prêtons à diverses auditions au fur et à mesure des textes dont nous assurons le suivi, toujours intéressant pour nous de faire un peu la synthèse de notre vision sur un certain nombre d'enjeux d'actualité, comme ceux que vous nous proposez ce soir. Et donc, on le fait évidemment très volontiers. Comme je vous le disais, notre président Xavier Pintat est retenu en province par ses mandats locaux, dans un département, monsieur le président, je crois que vous connaissez. Et donc, il nous a demandé de présenter ses regrets et de bien vouloir le représenter. Donc, je suis entouré
de Charles-Antoine Gauthier, qui est directeur adjoint de la FNCCR, plus spécifiquement chargé de l'énergie, David Beauvisage, qui est notre secrétaire général, qui lui assure le suivi du travail parlementaire, et donc c'est un bon connaisseur, je pense, des textes qui sont en cours de discussion, et Régis Ten, qui est notre chef du département de l'eau, et je pense qu'il sera en mesure de compléter les propos un peu généraux que je vais tenir pour répondre à votre sollicitation concernant plus spécifiquement la gestion du cycle de l'eau. Vous avez présenté la fédération et en fait, Monsieur le Président, vous nous connaissez bien puisque vous avez dit l'essentiel. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que de rappeler que nous sommes une maison assez ancienne qui a été créée dans les années 30. Elle a commencé par s'appeler Fédération des collectivités électrifiées. Et à l'époque, comme son nom l'indiquait, l'enjeu c'était d'apporter, entre guillemets, la fée électricité dans les campagnes. Depuis, ça a bien évolué et aujourd'hui, nous sommes effectivement une fédération de collectivités et de groupements de collectivités pour l'essentiel du bloc communal, dont les métiers de base se définissent à partir des réseaux publics dans les domaines de l'énergie, donc les 3 réseaux électricité, gaz, chaleur, dans le domaine de l'eau, distribution d'eau potable, assainissement des eaux usées, et puis dans le domaine du numérique, auquel nous nous sommes intéressés plus récemment, mais qui nous a conduit effectivement à suivre les enjeux de déploiement de la fibre optique et du très haut débit. Au-delà des réseaux, c'est un point quand même important qui résonne aussi avec certaines de vos questions. Nous nous intéressons à l'écosystème des réseaux, à la fois en amont et en aval. En amont, ce sont les énergies renouvelables qu'on va injecter sur les réseaux d'énergie et la production d'eau également. Et en aval, ce sont les usages énergétiques dans lesquels, effectivement, nous travaillons beaucoup sur la mobilité décarbonée, mais aussi sur des sujets comme l'éclairage public et aussi, bien sûr, sur la sobriété énergétique, la maîtrise de la demande en énergie. Dans le domaine du numérique, l'aval du réseau, ce sont les données, les usages numériques. Et là aussi, peut-être qu'on pourra vous en donner quelques exemples. Nous sommes beaucoup investis et assez récemment aussi dans des projets liés aux données numériques dans leur rapport avec les services publics locaux que nous représentons. Alors, pour terminer cette présentation succincte, on a une sorte de grille de valeur. Je pense que c'est important de la rappeler parce qu'elle va peut-être vous aider à comprendre le regard que nous portons sur les différents enjeux qui sont les nôtres. Elle repose sur notamment 4 grands sujets, 4 grandes approches. La décentralisation, évidemment. Nous sommes une fédération de collectivités décentralisées. Le service public, bien entendu. Les grandes transitions que vous avez rappelées, énergétiques, écologiques et numériques. Et puis peut-être quelque chose d'important pour nous, la dimension de solidarité, à la fois dans sa déclinaison sociale et territoriale, qui nous conduit sur l'ensemble de nos services publics à avoir un point d'attention sur des enjeux tels que la péréquation financière et tarifaire, les accompagnements sociaux pour permettre l'accès à l'eau et à l'énergie, et l'incarnation de la solidarité qui est représentée par les grandes intercommunalités, notamment les intercommunalités de services, puisque dans nos domaines, on trouve encore beaucoup de syndicats mixtes de grande taille, sans doute plus que dans d'autres secteurs où les intercommunalités à fiscalité propre ont pris les compétences. Voilà, on siège dans différentes instances nationales. Alors, nous produisons, je me suis permis d'apporter un petit échantillon, il est à la disposition des services de votre délégation. Nous avons produit, après négociation avec France Urbaine et l'EDIS et EDF, des modèles de contrats de concession pour la distribution d'électricité et la fourniture d'électricité au tarif réglementé de vente. On a fait le même travail avec GRDF. Et nous avons publié des livres blancs dans le domaine de l'énergie, un livre blanc du numérique en 2016, un manifeste pour une eau durable en 2019 et diverses études, par exemple assez récemment sur la cybersécurité, qui est un enjeu, me semble-t-il, de notre époque.
Alors, je vais proposer quelques focales un peu sélectives pour aller à l'essentiel et aux enjeux d'aujourd'hui, en commençant, si vous voulez, par l'énergie, pour laquelle, malgré tout, la première préoccupation, c'est d'abord et avant tout, je dois quand même le dire ici, l'évolution du prix de l'énergie qui est le sujet récurrent. Nous avions ce matin une réunion de notre conseil d'administration. Évidemment, ce sujet-là est arrivé au premier plan des préoccupations de nos élus. Je souhaite quand même vous dire que sur cet aspect-là, s'agissant notamment du prix de l'électricité, que la FNCCR a traditionnellement eu une position assez prudente, parfois même réservée, sur les mécanismes de marché qui ont été mis en œuvre depuis une vingtaine d'années suite à l'ouverture de la fourniture d'électricité et de gaz à la concurrence sous l'égide des directives européennes. Nous avons toujours considéré, surtout s'agissant de l'électricité, que c'était un bien avec des caractéristiques très particulières, bien de première nécessité, non stockable, avec une demande de court terme quasiment inélastique, des enjeux sociaux, et du coup un risque qui était patent dès l'origine, hein, de fluctuations considérables sur les marchés de l'électricité. D'ailleurs, sur les bourses, ça fait belle lurette, entre guillemets, que nous observons des fluctuations de prix importantes. Le contexte aujourd'hui est très spécifique, mais nous pensons qu'une des raisons des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui sur l'augmentation des prix de l'électricité est quand même liée à ce qu'on appelle le market design, la conception même du système électrique et du marché de l'électricité. Et nous pensons qu'on ne pourra pas lui apporter d'amélioration durable sans une révision quand même assez substantielle des mécanismes de marché de l'organisation du système par rapport à ce qui fonctionne aujourd'hui. Alors, dans ce contexte-là, on a fait un certain nombre de propositions. Sur les tarifs réglementés de vente, nous souhaiterions en étendre le périmètre. Alors, nous sommes conscients qu'il y a des contraintes européennes puisque le régime juridique des tarifs réglementés est adossé à une directive européenne sur l'électricité. Mais la France est elle-même en train de négocier avec l'Union européenne et il nous semble que ce sujet-là pourrait faire partie du champ des discussions. Je signale au passage que nous avons une référence intéressante qui est celle des territoires ultramarins. On n'en parle pas beaucoup, mais il faut quand même savoir qu'il y a quelques départements français qui ne sont absolument pas concernés par la problématique de l'augmentation du prix de l'électricité, tout simplement parce qu'il n'y a pas de marché. Dans ces territoires-là, on est dans un système dit d'acheteur unique, dans lequel, sur le détail, c'est l'opérateur de service public qui est là-bas EDF, qui fournit l'intégralité de l'électricité à l'ensemble des consommateurs au tarif réglementé de vente. Donc, il y a, pour les raisons qui sont liées évidemment aux caractéristiques insulaires, il n'y a pas de marché. Par contre, dans une conjoncture comme aujourd'hui, évidemment, ça les met à l'abri des augmentations de prix insoutenables auxquelles parfois nous sommes confrontés en métropole. Sur le TRV, pour aller vite, nous sommes assez réservés sur le principe de contestabilité qui a été appliqué par la CRE, qui oblige à fixer le niveau du TRV à un niveau élevé pour assurer la contestabilité du marché ou par rapport au marché. Nous pensons que le consommateur français aurait peut-être droit à un retour sur investissement par rapport au parc qu'il a permis de construire, notamment du parc électronucléaire, et du prix moyen de l'électricité qui en résulte. Voilà, donc dans ce contexte-là, nous sommes attentifs actuellement sur le bilan ou les modalités de mise en œuvre des mesures provisoires de soutien, notamment aux collectivités locales qui résultent des textes sur lesquels l'Assemblée nationale, le Parlement sont en train encore aujourd'hui de débattre. Je pense au bouclier tarifaire, je pense à l'amortisseur électricité, je pense au filet de sécurité. Évidemment, on dialogue beaucoup avec l'AMF pour avoir des retours terrain nous permettant de savoir exactement quel est l'impact de ces évolutions sur le niveau des prix qui restera à la charge de nos collectivités. Il y a quand même une forte préoccupation de nos élus sur l'équilibre économique de bon nombre de services publics locaux.
Alors, nous travaillons à la Fédération plus spécifiquement sur les services d'eau et d'assainissement qui sont confrontés à d'autres phénomènes inflationnistes. Mais évidemment, l'augmentation des prix de l'électricité grève substantiellement leur prix de revient et les conduit à envisager des augmentations du prix de l'eau. C'est-à-dire qu'on va avoir un effet domino qui va, partant des problèmes électriques, à nous amener jusqu'à des tensions inflationnistes, y compris sur le prix de l'eau. Alors, à côté de cette problématique sur le marché, le tarif réglementé, il y a un enjeu qui est lié à la transition énergétique, pour le coup, sur lequel je souhaitais attirer votre attention. C'est l'intérêt que nous portons au contrat d'approvisionnement en énergie renouvelable de long terme, dit PPA. C'est un sujet qui, d'ailleurs, figure dans le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables, qui figurait dans sa rédaction initiale, avec l'idée qu'on allait encourager cette forme de contrat, parce qu'elle présente plein d'avantages. Pour l'acheteur, évidemment, elle lui donne une visibilité sur son prix d'approvisionnement dans la durée. Pour le vendeur, elle sécurise. Alors, le vendeur, c'est typiquement un producteur d'énergie renouvelable qui va investir dans des capacités et qui a intérêt à se garantir un marché. Donc, ça lui donne de la visibilité dans la durée. Et tout ça, évidemment, concourt à la transition énergétique, puisqu'on parle bien de contrats liés aux énergies renouvelables. On a fait des propositions par rapport à ça, et je sais que c'est un point d'attention du Parlement en ce moment. Il faut simplement veiller à ce que le droit de la commande publique ne vienne pas brider, au niveau des collectivités, leur appétence pour passer des contrats d'approvisionnement à long terme. Or, les marchés publics, vous savez, n'aiment pas tellement les marchés de longue durée. Et il y a donc nécessité, dans la loi, nous pensons, de clarifier les choses pour que, sur ce plan-là, les contrats de longue durée, les PPA, puissent se passer sans trop de difficultés. Autre enjeu pour nous, les collectivités que nous représentons ont mis en place de nombreuses sociétés d'économie mixte et des sociétés de projet pour valoriser les énergies renouvelables sur leur territoire et rentrer dans des logiques un peu d'économie circulaire énergétique. Parfois, elles sont bridées sur certains aspects. On pourra rentrer dans les détails si vous le souhaitez. Nous, on pense qu'au contraire, il faut encourager nos sociétés d'économie mixte à aller de l'avant parce qu'elles ont un avantage comparatif fort sur les territoires, c'est qu'elles facilitent l'acceptation sociale. Par leur arrimage à la sphère publique, le fait que les élus s'y impliquent, que donc les résidents du territoire ont évidemment une facilité à mesurer le lien entre leur qualité de citoyen et ce que fait la société publique. Et donc ça peut être un outil intéressant pour promouvoir le développement des énergies renouvelables sur les territoires. Bon, je passe rapidement sur divers aspects. Sur les réseaux, on travaille beaucoup sur les réseaux. On pourra répondre à des questions si vous en avez. Comme je le disais, nous avons mis au point de nouveaux modèles de contrats de concession. Je souhaitais vous dire que la transition énergétique, elle figure parmi les nouveaux objets de ces contrats, notamment au travers de procédures assez innovantes qu'on a mis en place avec le concours de nos partenaires en termes de planification du développement des réseaux d'énergie, dans le cas de schémas directeurs, de plans pluriannuels. Et là, l'enjeu, c'est justement de faire en sorte que dans leur développement, les réseaux tiennent compte du développement des énergies renouvelables sur le territoire et du besoin de raccordement qui va en résulter. Donc ça a été intégré dans nos contrats de concession. Voilà. Alors, au niveau des énergies renouvelables, et je vais passer à la mobilité juste après, je voulais également attirer votre attention sur la question du biogaz, enfin, pour vous dire que nous, en tout cas, nous y sommes attentifs, parce que là aussi, ce que nous entendons de nos élus et des territoires qu'ils représentent, c'est que le biogaz en ruralité, c'est vraiment conçu comme un élément de l'économie circulaire énergétique locale qui concourt quand même positivement à la transition énergétique puisque son bilan carbone est quand même des plus favorables.
Donc, nous, il nous semble que, alors c'est peut-être pas aussi consensuel que ça, mais nous, on fait partie des parties prenantes qui poussent dans le sens d'un développement et d'un encouragement au développement du biogaz, évidemment à condition que ça se fasse dans des conditions acceptables. Il faut prioriser la valorisation en biométhane des intrants qui sont fatals. Je pense aux intrants agricoles qui de toute façon existeront, des industries agroalimentaires, des bouts de stations d'épuration sur lesquels on va revenir dans un instant, vous parlant du cycle de l'eau et de l'assainissement. Voilà, donc dans ce cadre-là raisonnable, nous pensons qu'il faut quand même envoyer des signaux favorables. Or, le développement du biogaz se heurte encore à un certain nombre de difficultés, de contraintes. Par exemple, le raccordement, la desserte des nouvelles communes, de nouvelles communes traversées par les réseaux qui vont relier les méthaniseurs en campagne à un réseau de distribution de gaz. La desserte de ces nouvelles communes n'est pas toujours suffisamment intégrée, alors qu'en fait, elle participerait à une meilleure acceptation locale, par exemple des méthaniseurs, qui sont parfois des équipements contestés. Voilà. Alors, sur la mobilité, Monsieur le Président, puisque vous souhaitiez qu'on s'y arrête un instant, je confirme d'abord que nos collectivités sont des acteurs anciens et importants du développement des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 75 000 bornes de recharge par rapport à un objectif de 100 000 qui a été repoussé à 2023. Donc, on en est aux 3/4 de l'objectif. Et sur ces 75 000, environ 60% ont été déployés par des autorités organisatrices de la distribution d'électricité. Vous savez, les autorités concédantes qui passent les contrats de concession avec EDF et Enedis, que nous représentons, ce sont des acteurs de la mobilité décarbonée et elles ont été un peu pionnières, puisqu'il y a 10 ans, on en parlait quand même beaucoup moins qu'aujourd'hui. Elles ont été pionnières et elles ont, au jour d'aujourd'hui, déployé plus de la moitié, en tout cas, des IRVE existantes. Alors, en termes d'enjeux actuels par rapport à ça, nous pensons que nous arrivons quand même à un stade où il faut repenser la mobilité décarbonée par rapport à l'ensemble de ses composantes. Évidemment, l'électricité est un élément fondamental, mais le biométhane, le bio-GNV concourt aussi à la décarbonation de la mobilité quand on a en tête les véhicules lourds. Le biométhane, c'est les bennes, les camions, les autobus. C'est peut-être moins les véhicules particuliers. Mais le biométhane peut prendre sa part. L'hydrogène, peut-être demain, le fera aussi. Et pour aller plus loin, nous préconisons que la planification du déploiement des infrastructures de recharge en mobilité décarbonée, qui prend la forme de schéma directeur, s'ouvre à l'ensemble des filières. C'est-à-dire qu'on y parle bornes de recharge en électricité, mais qu'on y parle également stations de recharge en biométhane et stations de recharge en hydrogène, de façon à ce que sur un territoire donné, on ait un panorama complet de la façon dont on va faire migrer le territoire de la situation d'aujourd'hui, avec beaucoup d'énergie thermique fossile, vers quelque chose de plus vertueux qui sera demain de la mobilité, entre guillemets, de la mobilité propre. Alors, toujours sur le sujet du bio-GNV, il y a un point d'attention, c'est qu'il nous semble que, alors que par ailleurs ça présente beaucoup d'intérêt par rapport à l'économie circulaire, à la valorisation d'un certain nombre d'intrants d'origine agricole, le développement du bio-GNV se heurte actuellement à un décalage de compétitivité avec le combustible fossile qui est le diesel. Nous pensons, c'est une proposition que nous faisons à la représentation nationale, que le moment pourrait être venu d'imaginer des mécanismes de soutien pour permettre aux installations de bio-GNV de franchir le gap et d'atteindre un niveau de compétitivité pour les véhicules lourds, j'entends, par rapport au diesel. Donc ça concerne le prix du combustible, mais on peut avoir un raisonnement un petit peu analogue
s'agissant des véhicules qui sont également assez onéreux, notamment quand on est sur des flottes publiques, ce qui est, qui est souvent le cas. Et nous pensons qu'on pourrait étudier un dispositif de subvention pour l'achat des véhicules lourds, notamment quand ils sont affectés à des services d'intérêt général, comme c'est le cas des services publics que nous représentons. Sur les usages énergétiques, je voulais en profiter peut-être pour parler un tout petit instant d'éclairage public, parce que c'est pour nous aussi un point de grande attention. On représente des collectivités locales et des communes, donc ce sont aussi des services publics d'éclairage. Vous savez, dans le cas du plan de relance, nous avions fait on avait fait un petit peu une mise à plat en mobilisant les données qui remontaient du terrain. Et nous sommes arrivés à un chiffre assez impressionnant en termes de besoins de financement, mais nous pensons qu'entre la modernisation du parc d'éclairage public, qui est un parc vieillissant, son adaptation à ce qu'on peut appeler les nouvelles normes. Vous savez, il y a l'arrêté nuisance lumineuse de décembre 2018 qui produit des effets importants sur la façon de gérer l'éclairage public sur les territoires, et puis évidemment en intégrant la sobriété énergétique, en cumulant l'ensemble de ces éléments. Nous pourrions définir un besoin d'investissement à hauteur d'une dizaine de milliards d'euros. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Pour autant, alors on avait fait des propositions dans le cadre du plan de relance. Il y a un mécanisme intéressant quand même à mobiliser dès à présent pour la modernisation du parc d'éclairage public. Ce sont les certificats d'économie d'énergie. Alors, je pense notamment à deux types de certificats, des C2E. L'un qui est décrit dans une fiche C2E, vous savez que ça marche par des fiches. Il y a donc, je peux même vous donner les références, la fiche action RES-EC 104 qui définit l'éligibilité au C2E des actions de rénovation d'éclairage extérieur. Il y a un deuxième dispositif dont je vais reparler dans un instant à propos de la sobriété énergétique et de la rénovation énergétique des bâtiments publics locaux. C'est le dispositif ACTE dont nous assurons à la FNCCR le portage, qui lui-même met en place depuis quelques mois une nouvelle tranche qui s'appelle l'UMACTE et qui a également pour ambition d'accompagner les collectivités locales dans l'engagement de la rénovation de leur éclairage public, étant précisé qu'ACTE ne finance pas les travaux, mais finance uniquement le diagnostic et la maîtrise d'œuvre des travaux avant de s'engager dans les travaux eux-mêmes pour la rénovation de l'EP. Donc on pense que les C2E sont quand même un mécanisme intéressant. Il est par essence vertueux, il met à contribution des opérateurs énergéticiens. Et de ce fait, pour se mettre un petit peu, se rapprocher des besoins, nous plaidons pour une augmentation des obligations des opérateurs pour créer un flux de financement supplémentaire en la matière. Alors, puisque j'ai commencé à parler d'ACTE, j'en viens quand même au gros du programme ACTE, ce qui me permet de parler de la rénovation énergétique des bâtiments publics. Donc, évidemment, à la FNCCR, c'est devenu un sujet central. Nous nous inscrivons dans le plan de sobriété, les objectifs à 2050 qui ont été définis. Il se trouve qu'en 2019, la DGEC, l'État, nous a choisi pour assurer le portage de cette opération, donc, qui est une opération, comme je viens de le dire, en fait, de C2E, qui est financée par des obligés, qui vont recevoir des certificats blancs en contrepartie de leur rapport de financement à des actions donc de diagnostic et de maîtrise d'œuvre autour de la rénovation énergétique des patrimoines publics. Quand je dis patrimoine public, c'est devenu extrêmement large, puisque ça embarque les bâtiments publics, toutes catégories, alors locaux, on n'est pas sur les bâtiments, le patrimoine de l'État, on est sur les patrimoines locaux, les écoles, les mairies, les salles polyvalentes, toute une série. Il y a un compartiment qui flèche aujourd'hui
qui commence à s'intéresser aux bâtiments historiques, qui présentent du point de vue de la rénovation énergétique des contraintes particulières, les musées, les piscines, un gros programme acté sur les piscines. Voilà. Mais à côté des bâtiments, Acté s'intéresse aussi à l'éclairage public, comme je viens de l'évoquer, et s'intéresse, au-delà des travaux eux-mêmes, à des choses un peu plus innovantes en termes de flexibilité. Il y a un sous-programme d'Acté qui commence à être mis en place, qui s'appelle FActé, et dont l'objet est d'identifier au sein d'un patrimoine public local celles des consommations qui seraient susceptibles d'un effacement volontaire pour s'inscrire dans les logiques auxquelles nous sommes actuellement confrontés, de contraintes sur le réseau et de restauration de l'équilibre entre les injections et les soutirages. Donc FActé, et là l'intérêt c'est que ce serait à titre volontaire. Ce qui évite la coercition, certaines contraintes, etc. Si vous me permettez, d'ailleurs, j'en profite un tout petit instant pour évoquer la question des délestages quand même, parce que j'ai évoqué notre conseil d'administration de ce matin. On a eu 2 sujets, le prix de l'électricité et les délestages. Voilà. Voilà. Alors, sur les délestages, quand même, ce qui nous semble possible de tirer comme conclusion des débats, c'est qu'il y a une grande hétérogénéité entre les départements sur la façon dont, on va dire, les acteurs que sont les préfets, schématiquement, et RTE et Enedis, pour parler des délestages évidemment électriques, des grandes diversités entre départements sur la façon dont ces acteurs envisagent d'intégrer les besoins d'intérêt général, les priorisations en termes de préséance pour être délesté ou pas être délesté. Voilà. Alors, on a un sujet, je me tourne vers mon voisin qui travaille ça d'une manière tout à fait particulière pour l'eau et l'assainissement. On avait quand même, on a encore assez largement aujourd'hui, une inquiétude sur le point de savoir si les services de distribution d'eau et d'assainissement feront ou non partie des consommateurs identifiés comme prioritaires sur un territoire. Donc s'ils ne sont pas considérés comme prioritaires et s'ils ont le malheur de se trouver sur un départ qui fait l'objet d'un délestage, pendant un certain temps, il n'y aura plus d'eau. Ou le temps que peut-être on vide, et tu pourras peut-être donner des détails techniques, le château d'eau. Enfin, on risque de ne plus avoir d'eau à un certain moment. Mais sur l'assainissement, on va interrompre le circuit de fonctionnement de la chaîne d'assainissement et sa remise en marche s'avérera très compliquée et générera un tirage sur le réseau qui viendra peut-être anéantir le bénéfice du délestage à un moment donné, si vous voulez. Il va y avoir des à-coups entre le délestage et le fait qu'on remet en marche les systèmes qui peuvent s'avérer tout à fait contre-productifs. Donc là, on pense qu'il faudrait quand même que l'État, et peut-être sous forme d'une circulaire au préfet, donne plus de visibilité, d'homogénéité sur des pratiques concernant l'ensemble des départements. Et nous souhaitons vivement quand même que les services publics d'eau et d'assainissement soient bien intégrés dans ces priorités. Je reviens à la rénovation énergétique pour vous donner quelques éléments succincts sur ce programme Acté. Il a été mis en place en 2019. Donc Acté, ça veut dire Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. Et c'est la fédération, la FNCCR, qui en assure le portage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'une part, nous avons développé la production de toute une série d'outils qui vont aider les collectivités à mieux identifier ce qu'elles ont à faire en rénovation énergétique. Les outils, ce sont des guides pratiques, des modèles de cahier des charges quand il y a des marchés à passer. Nous assurons également des formations. On fait des formations en ligne, autrement dit des MOOC. Donc ça, c'est le premier aspect de la mission que nous assurons. Et le deuxième, c'est que, et surtout, largement, l'essentiel d'Acté, c'est de subventionner ce que, sur les territoires, les collectivités elles-mêmes vont faire. Alors, ce qu'on subventionne surtout, ce sont des recrutements d'agents spécialisés. Je suis en train de chercher le nom. Économes de flux.
les économes de flux, ce sont des gens qui vont relayer localement les problématiques que je viens d'évoquer, c'est-à-dire auxquelles on va donner une formation et une expertise telle qu'ils pourront, au sein de l'équipe municipale ou locale, être le sachant permettant d'orienter les choix publics dans la bonne direction. Et donc, Acté va financer les économes de flux. Alors, donc, Acté 1, c'était 2019 à 2021. Acté 2, depuis 2020-2021, est toujours en cours. Le bilan, par exemple, pour vous donner des exemples, actuel, c'est que dans le cas d'Acté, on a à ce jour recruté 400 économes de flux. Voilà. Alors, il y a un point extrêmement intéressant, c'est le taux de passage à l'acte entre la phase diagnostique et la phase travaux. Parce que souvent, dans ce genre d'opération, on va financer le diagnostic, puis après, il ne se passera plus rien. Sur Acté, le retour d'expérience que nous avons, c'est que le taux de passage à l'acte, il est de l'ordre de 35%, ce qui est quand même très supérieur au taux que, par exemple, les taux ADEME qu'on observe, qui sont souvent plutôt autour de 10%. Voilà. Et Acté 1, donc c'est arrêté il y a un an ou deux, avait permis d'économiser l'équivalent de 100 gigawattheures, c'est-à-dire l'équivalent de la consommation des habitants d'une ville moyenne. Voilà. Et on continue sur notre lancée. Voilà. Peut-être pour terminer cette présentation, un mot sur le cycle de l'eau. Donc, d'abord, pour dire que le département, enfin l'activité eau et assainissement, c'est une des activités historiques de la FNCCR, à côté de l'énergie. Alors, historiquement, nous avons travaillé sur les services publics, distribution d'eau et assainissement des eaux usées. Ça reste toujours le cœur de notre métier dans le domaine du cycle de l'eau, mais nous avons également intégré l'évolution des problématiques et ouvert, d'ailleurs en suivant les compétences locales, notre champ de compétences, au-delà des services publics de distribution et d'assainissement, à des problématiques de milieux aquatiques, de gestion des milieux aquatiques, la fameuse GEMAPI, de prévention du risque inondation et de gestion globale des ressources en eau. Voilà. Et donc, aujourd'hui, pour nous, la problématique, c'est bien cet ensemble-là. Alors, évidemment, le dérèglement climatique devient le bruit de fond permanent de nos problématiques, avec les effets paradoxaux que sont, d'un côté, l'augmentation des risques d'inondation, parce que le risque d'épisodes cévenols, d'orages violents, augmente, et avec lui des inondations qui vont avec. Et puis en même temps, évidemment, le risque de la sécheresse dont nos concitoyens ont notamment pris conscience, connaissance et conscience peut-être, notamment l'été dernier. Alors, juste, puis on pourra y revenir après, sur le risque inondation. Le sentiment que nous avons, c'est qu'on a fait beaucoup de choses, enfin on a fait pas mal de choses jusqu'à présent sur la mise en place d'outils de prévention du risque inondation, en tout cas de ses conséquences pour les territoires, mais moins sur ce qui arrive en post-inondation, c'est-à-dire en mesures réparatrices. Alors que ces mesures réparatrices peuvent quand même, elles doivent s'inscrire complètement dans la chaîne de traitement de la problématique des inondations. Et je peux en donner un exemple particulier. Nous avons un sujet qui est la question des trait d'union, inondations. C'est-à-dire qu'il peut arriver un certain nombre d'occurrences dans lesquelles on peut faire le choix d'inonder, entre guillemets, à titre volontaire, certains territoires moins critiques pour épargner de l'inondation d'autres territoires plus critiques. Donc c'est quand même, avec l'augmentation du risque d'inondation, c'est une occurrence dont la probabilité peut augmenter. Là où nous butons actuellement, je souhaitais le signaler, c'est sur la prise en charge par les assureurs de la couverture du risque inondation lorsqu'elle résulte de ces situations de surinondation qui concernent en réalité des terres agricoles. Et du coup, on a là un frein pour aller dans ce sens-là, alors que probablement, lorsqu'une inondation est déclarée,
la surinondation d'une partie du territoire pourrait être une mesure adaptée pour préserver les zones bâties, urbanisées, etc. Bon, au-delà de cet aspect un peu spécifique, il y a quand même toujours, mais je pense que c'est quelque chose que vous entendez fréquemment, une sorte d'inquiétude de principe de nos collectivités sur le financement de leurs compétences au titre de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, la GEMAPI, qui normalement peut être financée par une taxe additionnelle à la fiscalité directe locale. Alors, ce que nous entendons de la part d'un certain nombre d'élus, c'est que le plafonnement est trop bas, en regard de l'importance des investissements qui va croissant pour certains budgets d'investissement d'intercommunalité. Moi, j'ai trouvé le chiffre, par exemple, et peut-être que tu vas me dire que c'est encore en dessous de la réalité, de 25% du budget total d'investissement d'une communauté dédiée aux investissements de type GEMAPI. Et l'inquiétude sur le fait que le produit de cette fiscalité pourrait à terme manquer, elle est accrue par le fait que il y a une instabilité sur la fiscalité directe locale à laquelle la taxe GEMAPI est arrimée. Et donc, ça donne le sentiment d'une instabilité du cadre juridique qui ne sécurise pas les collectivités en termes de ressources, alors même qu'elles doivent engager les investissements qui s'inscrivent dans une logique pluriannuelle. Donc là, il y a vraiment une source de préoccupation et d'inquiétude. Sur la sécheresse, il ne faut pas perdre de vue que la sécheresse, c'est à la fois un problème quantitatif, mais également un problème qualitatif sur la qualité des ressources en eau, ce qui m'amène à évoquer la distribution d'eau potable, sur laquelle la qualité de l'eau est évidemment un sujet central, qui s'inscrit dans le contexte de la directive sur l'eau potable de décembre 2020, qui oriente les services d'eau vers des exigences normatives de plus en plus élevées qui peuvent poser évidemment là aussi des problèmes d'équilibre économique. Surtout que les services d'eau vont peut-être devoir financer des coûts croissants pour se mettre aux normes, dans un contexte où les ventes d'eau, entre guillemets, vont aller décroissant. Alors, elles vont déjà décroissant depuis de nombreuses années, spontanément. Le problème de la sécheresse, c'est que ça va conduire les services d'eau à prioriser certains moments de l'année pour orienter la baisse des consommations. Donc, il y a à la fois un trend de longue période et puis la nécessité d'avoir un pilotage plus fin de l'évolution des consommations pour tenir compte des contraintes de sécheresse. Donc, en gros, on vend moins d'eau, c'est devenu une exigence et on a des coûts qui peuvent être croissants à mesure des exigences. Alors, les solutions, une des solutions, c'est évidemment l'amélioration des rendements de réseau, dont tout le monde sait qu'ils présentent souvent une faiblesse de ce point de vue, et nous l'avons identifié. On en a fait à notre niveau un chantier avec nos adhérents sur lequel on pourra revenir dans un instant si vous le souhaitez. Alors, la qualité de l'eau, c'est également la protection des captages. On ne peut plus abandonner les captages qui présentent des problèmes de qualité, tout simplement parce que la ressource se raréfie. Et du coup, il faut qu'on arrive à conjuguer maintenant la préservation des captages avec le fait que parfois la qualité est menacée par des pratiques culturales pas toujours satisfaisantes. On a un sujet sur l'évolution des pratiques agricoles vers l'intégration des exigences en matière de qualité de l'eau. L'incidence des dépenses en énergie, qui est un problème conjoncturel, je l'ai évoqué. Et pour terminer sur l'eau, l'assainissement. Alors, il y a aussi des enjeux assainissement liés au changement climatique. Par exemple, en cas de fort épisode pluvieux, on est de plus en plus souvent confronté à des problèmes de débordement de réseau qui créent des problématiques supplémentaires.
On a un sujet donc, sur les boues de stations d'épuration sur lequel je souhaitais vous sensibiliser, puisque évidemment, un service d'assainissement, ça produit des boues d'épuration. Alors, les grands services d'assainissement, ils ont leur propre méthaniseur qui fait partie intégrante de leur cycle de fonctionnement. On a un problème pour les plus petits services qui ne produisent pas suffisamment pour méthaniser avec leurs propres installations, sauf à le faire à des conditions économiques prohibitives, puisque sur la méthanisation, il y a des effets d'échelle importants. Et donc, l'exigence forte des petits services d'assainissement, c'est de pouvoir co-méthaniser leur boue avec d'autres apports pour rentrer dans des stations de méthanisation d'une taille suffisante. Or, l'évolution de la réglementation depuis 3-4 ans, tant au niveau directive européenne que droit français, nous fait craindre un resserrement de contraintes et une difficulté croissante à la cométhanisation. Ça vient d'ailleurs tout récemment de conduire, je crois, un sénateur à déposer un amendement dans le cadre du projet de loi d'accélération des énergies renouvelables qui pose le principe de la possibilité de cométhaniser les boues avec d'autres intrants. Voilà. Mais ça ne suffira pas. Je ne sais pas d'ailleurs quel sera le sort de cet amendement, mais il a été supprimé. Bon, il est déjà mort, donc le sujet reste pour nous entier. Si vous voulez, ça c'est vraiment un sujet qui renvoie à l'économie même des services d'assainissement, parce que si on n'apporte pas une réponse satisfaisante sur la cométhanisation des boues pour les petits et moyens services d'assainissement, on va les contraindre à envisager une solution plus radicale qui sera l'incinération, qui coûte beaucoup plus cher et qui se traduira par un impact sur le coût de l'assainissement et donc sur le prix de l'eau. Alors qu'on n'en a pas besoin, compte tenu de l'augmentation du prix de l'énergie. Je n'ai pas mentionné le fait que les réactifs pour le traitement de l'eau augmentent également beaucoup en ce moment. Donc il y a des facteurs multiples d'inflation qui risquent d'embarquer nos services d'eau et d'assainissement vers des évolutions indésirables pour les consommateurs. Alors, ce qui inquiète de surcroît, c'est qu'il y a une nouvelle directive eaux résiduaires urbaines qui a été annoncée présentée même par les instances européennes, par la Commission, et qui prévoit de renforcer les contraintes sur l'assainissement. Baisse du seuil de population imposant un assainissement collectif de 2000 à 1000 équivalents habitants. Obligation de traitement de toute une série de composants biochimiques, l'azote, le phosphore, les micropolluants organiques, et obligation d'autonomie énergétique des systèmes d'assainissement. Alors ça aussi, c'est un point d'attention sur lequel je m'arrête, puisqu'il fait partie de vos débats actuels. Il y a un sujet dans le cadre du projet de loi sur les énergies renouvelables, puisqu'actuellement, si vous voulez, lorsqu'un service d'eau et d'assainissement souhaite mettre en place une installation photovoltaïque, des préfectures lui imposent de créer un cadre juridique dédié à cette production photovoltaïque, en allant jusqu'à exiger parfois la création d'une régie pour l'exploitation des panneaux solaires et d'un budget annexe. Voilà. Alors, ça paraît quand même d'une lourdeur administrative totalement disproportionnée, parfois avec la réalité de la capacité photovoltaïque concernée. Et surtout, clairement, nous allons vers le développement de ce genre de logique, si la directive se met en place telle qu'annoncée, et puis dans le cadre de la transition énergétique. C'est le sens de l'histoire. Et on trouve dommageable que des services d'assainissement qui se veulent par ailleurs vertueux du point de vue de la transition énergétique, en autoproduisant une partie de l'énergie électrique dont ils ont besoin, soient soumis à des contraintes administratives que nous avons du mal à nous expliquer quand même. Parce que imposer la création d'une régie, c'est qualifier les quelques panneaux solaires qu'on va mettre en place de services publics, industriels et commerciaux. La démonstration de la réalité d'un SPIC, dans ce cas-là, reste à faire quand même.
mais pour autant, c'est une tendance que nous avons observée. Alors, je crois qu'il y a eu des amendements entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur le sujet. On a un peu de mal à savoir exactement vers quel point d'équilibre le Parlement s'oriente actuellement. Mais ça nous inquiète un petit peu, pour tout vous dire, et nous préférions qu'on aille vers quelque chose de plus réaliste, de plus pragmatique, reconnaissant que lorsque un service d'assainissement se dote de capacités de production d'électricité renouvelable, eh bien, c'est plutôt une activité accessoire. Il y a longtemps eu dans les collectivités des activités accessoires qui n'étaient pas érigées en service public. Parce que derrière un service public, il doit y avoir des usagers. Il y a des principes de service public. Enfin, c'est un édifice très compliqué. Voilà. Et ça nous semble disproportionné. Je voulais attirer votre attention sur cet aspect des choses. Je termine sur les autres activités de la Fédération. Le numérique. Le numérique, pour lequel nous travaillons à la fois sur les infrastructures et sur les données. Alors, sur les infrastructures, c'est la fibre optique. Le sujet, c'est la fibre optique. On a deux sujets d'attention. Il nous semble important qu'on organise un système de péréquation des ressources d'investissement dans la durée, parce que là, on va couvrir la France d'un réseau de fibre optique. Ça va être ce qu'on appelle le premier établissement. Mais le réseau, il va vivre. Il va continuer à se développer au niveau de ce qu'on appelle le chevelu sur les territoires, parce que l'idée, c'est que la fibre aille jusqu'à chaque usager. Il y aura peut-être des modernisations de réseau à prévoir. Et donc, la question de l'investissement sur le réseau fibre sera permanente. Or, actuellement, il nous semble qu'on n'a pas l'outil de péréquation financière qui s'impose. Alors, en théorie, il y a un outil, le Fonds d'aménagement numérique des territoires, qui a été créé par une loi de 2009, mais cet outil n'a jamais été doté de ses ressources. Voilà, je voulais vous le signaler. Nous pensons que pour l'avenir de la fibre, le moment est venu de doter ce fonds de ses ressources, qui seraient certainement adossées à des abonnements numériques, comme dans le domaine de l'électricité. Il y a le FACÉ, le CAS-FACÉ, qui finance les investissements sur les réseaux électriques. Il y a un autre point d'attention sur le numérique, c'est justement l'ambition de remplacer le réseau cuivre par la fibre. Vous savez que la fermeture du réseau cuivre par France Télécom, par Orange, est programmée pour 2030. On a été alerté sur le fait que, d'ores et déjà, dans certains secteurs nouvellement urbanisés des communes, il n'y a plus de réseau cuivre, mais pour autant, il n'y a pas encore de réseau fibre. Pourquoi ? Parce qu'il est prévu par une directive européenne que l'on mette en place un service universel de la fibre optique, mais cette directive n'a pas encore été transposée en droit français. Et donc, dans l'attente du service universel, aucun opérateur, et notamment pas Orange, se considère comme contraint de proposer de la fibre optique là où il ne déploie pas de réseau cuivre. Et on a des remontées de terrain dans lesquelles certains usagers regrettent, par exemple pour des lotissements, de construire des maisons qui ne seront plus raccordées à aucun réseau filaire numérique, ce qui pose quand même un problème. Voilà pour le numérique. Sur les données, pour vous dire aussi que dans le cas du plan de relance, nous avons été sélectionnés pour porter un projet qui s'appelle France Data Réseau, qui consiste à mettre en place une plateforme de données qui sera alimentée dans différents domaines, justement les bandes de recharge de véhicules électriques, l'éclairage public, l'eau potable, les appuis communs électricité numérique. Et notre ambition, c'est, à titre pilote, de tester la faisabilité d'une telle plateforme qui va permettre d'améliorer la connaissance des réseaux, l'anticipation des problèmes sur les réseaux, pour y mettre peut-être des couches d'intelligence pour mieux anticiper les problèmes d'avenir. Et puis je termine sur les déchets, qui sont un sujet sur lequel nous travaillons un peu moins, mais on s'était quand même investi dans la loi sur l'économie circulaire il y a quelques années. Et je voulais simplement rappeler qu'à l'époque, il y a un vrai problème, c'est la question du plastique et des déchets plastiques.
on avait quand même émis une petite réserve par rapport au scénario qui avait été proposé et sur lequel finalement on est avancé très prudemment, et qui était de mettre en place des filières de collecte sélective et de recyclage de plastique un petit peu concurrentes des filières publiques préexistantes, d'ores et déjà mises en place par les collectivités locales, qui ont déployé de la collecte sélective, des centres de tri, avec des investissements à la clé. Et nos élus s'étaient quand même émus, puisqu'il était question de mettre en place des formules complètement novatrices avec des opérateurs privés. S'était ému du fait qu'on risquait de transformer les investissements publics en investissements échoués, ce qui évidemment pouvait poser un problème pour nos collectivités. Voilà, Monsieur le Président, un tour d'horizon incomplet. Un vaste tour d'horizon. Merci. Non, mais merci. À votre disposition pour revenir sur les sujets qui vous intéressent. Non, mais merci d'avoir balayé large sur l'ensemble des problématiques que vous rencontrez, puis aussi, au gré de votre intervention, d'avoir des fois mis le doigt sur soit des incohérences, soit des sujets qui mériteraient qu'on les regarde plus en détail. On les a bien notés. Je vais d'abord me tourner vers mes collègues. Stéphane Travers. Oui, merci Monsieur le Directeur Général pour cet exposé à la fois clair et précis. Vous avez recouvert l'ensemble des champs, effectivement, de travail. Merci également pour nous avoir fait partager la création des économes de flux, qu'on pourrait appeler aussi des agents de résilience, si l'on veut les nommer ainsi. J'avais deux petits sujets. Vous êtes revenu tout à l'heure notamment sur le déploiement ou le non-déploiement du cuivre maintenant sur les réseaux numériques. Nous avons, dans le cadre de la Commission nationale du supérieur et du numérique, interrogé le ministre sur ce sujet, et nous avons interrogé également les opérateurs. Je l'ai fait moi dans mon département, dans le département de la Manche, et c'est vrai qu'aujourd'hui on se dirige vers un démontage petit à petit et des installations cuivrées qui seront remplacées par des box 4G et différentes techniques qui sont portées par les opérateurs. Je comprends que ça puisse être un sujet dans certains territoires ruraux, lorsque l'on rachète une maison, lorsque l'on fait des travaux et que vous êtes dans des zones blanches. La question s'est posée par exemple sur la présence verte. Notamment qui est porté par la Poste et qui est un dispositif qui permet aux personnes âgées qui se sentent en danger de pouvoir, par l'appui d'un bouton ou sur un bracelet, de pouvoir prévenir un tiers qui vienne les sauver ou les secourir. Donc on a effectivement relevé ces points. Sur la question de la méthanisation, vous avez fait un petit sujet là-dessus concernant les boues d'épuration et la cométhanisation. Moi, je veux attirer votre attention aussi sur le fait que lorsque nous avons fait Egalim en 2018, le monde agricole s'était ému largement de ce que l'on pouvait trouver à l'intérieur des stations d'épuration, avec la difficulté de travailler sur une forme de, comment ça s'appelle, une technique pour préserver les boues et l'impossibilité de les épandre ensuite, même après un passage en méthaniseur sur les champs, parce que vous pouviez avoir des présences de plomb ou des présences de substances particulières. C'était donc là aussi, il faut qu'on soit très vigilant là-dessus sur ce que contiennent aussi les boues d'épuration. Et puis je voulais avoir votre retour sur les syndicats de production d'eau aujourd'hui qui ne rentrent pas dans les critères du bouclier tarifaire, et ces syndicats de production d'eau vont voir leurs factures augmenter de manière assez exponentielle, puisque pour produire de l'eau, il faut de l'énergie. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des retours des syndicats d'eau avec lesquels vous êtes en relation sur ces sujets et l'absence de soutien particulier ou de dispositifs particuliers pour les aider, comme les ont les communes ou un certain nombre de PCI, parce qu'un syndicat d'eau est aussi un EPCI. Voilà, merci beaucoup. Je vous propose qu'on prenne également les questions de Paul Molac, et puis après vous faites un...
Non, d'abord peut-être un satisfecit parce que bon, les réseaux, que ce soit le SDEM, enfin le syndicat d'électrification du Morbihan pour ne pas le nommer, on est quasiment, nous, pas totalement, mais en ce qui concerne l'eau, en ce qui concerne l'électricité, on est organisé au niveau du département, carrément. Sur la distribution d'eau, quasiment, enfin même s'il y a les grandes villes quelquefois qui... de Lorient et Vannes qui tirent. Mais bon, globalement, on s'arrange plutôt pas trop mal. Pour répondre à la question sur les coupures d'électricité, on avait effectivement interrogé le gouvernement dans notre commission, puisqu'on est dans la même, hein, me semble-t-il, la commission des affaires économiques. Hein. Et bon, ce qu'il nous disait, c'est que les préfets, en fait, ont un certain nombre de choses à délester pour atteindre un pourcentage. Et donc, en fonction de ce qu'il y a. Alors, si on est dans un département très industriel, on va délester un certain nombre d'entreprises et on va arriver aux 30% assez facilement. Si on est dans un département moins industriel, ça va peut-être être plus compliqué. Donc, et que finalement, oui, je comprends bien que on arrive à des choses différentes, mais bon, c'est peut-être aussi parce que le pays est assez différent. Donc, c'est pas évident d'avoir des règles à ce niveau-là. Sur la question du numérique, on va avoir, parce qu'en fonction des régions, en fait, le choix n'est pas forcément le même. C'est-à-dire que nous, en Bretagne, on a fait le choix, c'est 100% des logements qui seront à la fibre. Bon, on est un habitat très dispersé et on est plutôt une densité de population relativement importante. Donc, ça peut se comprendre. Dans d'autres territoires, ils ont fait le choix de faire 80%, par exemple, des habitations, ce qui fait 50% du territoire, en gros. Donc, ça veut dire, après, on a deux solutions. Soit on garde le cuivre, soit, quelquefois, j'ai l'impression que les opérateurs seraient tentés de dire, bon, on fera avec les ondes directement. Et ça, évidemment, le service n'est pas toujours le même. Donc, c'est peut-être quelque chose à regarder. Parce qu'effectivement, Orange, chez nous, enfin, vu qu'on va passer à la fibre, ne fait plus du tout de cuivre. Hein. Terminé. Hein. Et ils ne veulent pas en faire. Quelquefois, ils font des montées en puissance, mais ils amènent la fibre. Et donc, après, c'est toujours le réseau de cuivre parce qu'on n'a pas fini de tout faire. Mais c'est à peu près ça. Donc je ne sais pas si... il faudra voir à un moment donné s'il y a une obligation à prendre, mais ce sera probablement du réglementaire plus que du législatif. Monsieur le directeur général. Peut-être sur le numérique, je pense que vraiment la question de la définition du service universel de la fibre est un des chantiers qui attendent le Parlement. Parce que, me semble-t-il, c'est dans le cadre de cette définition que, justement, vous pourrez vous trancher, arbitrer sur ce qui est acceptable ou pas en termes de modalités techniques de couverture numérique d'un territoire entre la fibre et puis les technologies alternatives, satellitaires ou autres. Hein, voilà. Mais en attendant, comme vous l'avez dit, monsieur le député, d'ores et déjà actuellement, nous avons des zones qui n'ont plus rien. Et ça nous paraît vraiment être un sujet critique. Pour les questions sur l'eau, peut-être que je vais demander à Régis Ten de répondre. Merci. Alors, il y avait trois sujets. Pour ce qui concerne la méthanisation des boues, il y a eu effectivement la loi Egalim. On est d'ailleurs toujours en attente du décret MFSC, puisque aujourd'hui on est dans un vide réglementaire depuis le 1er juillet 2021, puisque la DGPR, le ministère de l'Agriculture, avait pas beaucoup, 6 mois pour produire des décrets pour revoir les conditions de, alors c'est un peu barbare, d'épandabilité des boues, notamment, et des autres matières fertilisantes et supports de culture. Hein. Donc, pour le moment, ça fait 1 an que le projet de décret est en stand-by. Apparemment, ça devrait reprendre. Les discussions, les arbitrages interministériels sont compliqués. Nous, ça nous pose deux questions essentielles. C'est effectivement, qu'est-ce qu'on veut
sur l'autonomie énergétique et la valorisation énergétique. Donc la première chose, c'est est-ce qu'on peut méthaniser, indépendamment d'ailleurs de savoir si il y a retour au sol des digestats ou pas. Des stations d'épuration comme Strasbourg ou Grenoble ou Chambéry méthanisent puis incinèrent le digestat. La question qui va se poser, c'est surtout sur les petites stations. Et quand je dis petit, c'est quand même déjà assez grand, parce qu'en gros, c'est moins de 50 000 équivalents habitants. Donc c'est une communauté d'agglos. La ville-centre et la périphérie d'une communauté d'agglos. En deçà, techniquement, c'est même pas simplement... Il y a une question de coût, mais même techniquement, c'est compliqué à faire fonctionner. Et donc c'est vrai que si on veut aller vers cette production de biogaz, si on veut aller vers cette autonomie énergétique, il va falloir permettre à des plus petites stations d'épuration d'accéder à la méthanisation. Donc là, il y a deux solutions. Soit on transporte des bouts d'épuration à travers le département, voire en supra-département, pour arriver sur des stations d'épuration qui ont des capacités suffisantes. C'est déjà fait à l'échelle de grandes métropoles, ou de grandes communautés urbaines pour lesquelles on peut avoir des périmètres à 50 ou 60 km et des bouts qui sont rapatriés sur la station centrale, mais il faut avoir en tête qu'on trimballe 80% d'eau, que c'est des camions, et même s'ils passent à l'électrique, ça restera quand même des camions à faire circuler sur les routes. La deuxième solution, c'est de permettre des développements d'unités plus petites, mais mutualisées, avec d'autres sources de biodéchets qui peuvent être végétaux, qui peuvent être, ou agricoles, qui peuvent être de l'industrie, pour atteindre ce seuil critique qui permet de faire tourner une installation de méthanisation convenablement. Sans préjudice du devenir. Après, ça veut dire que si les règles qui étaient fixées jusqu'à présent, c'est de dire, de toute façon, chaque composant qui rentre dans le méthaniseur doit individuellement pouvoir être épandable. Donc, a fortiori, le mélange sera épandable. Donc là, après, on se heurte à une interprétation française de l'article 22 de la directive déchets, qui interdit le mélange de biodéchets triés à la source. Mais dans l'esprit de la directive, d'abord, les eaux usées, malgré tout, c'est les déchets liquides, ils ont bien été triés à la source, puisqu'ils sont mis dans un réseau. La deuxième chose, c'est que l'idée, c'était qu'effectivement, on a vu des choses un peu paradoxales avec des camions poubelles sur lesquels on mettait dans la même benne le bac jaune, le bac vert et le bac tout venant. Bon, alors que ça se fasse déjà au pied des immeubles, c'est choquant, mais que ça se fasse aussi en arrivée au centre de tri, c'est un peu absurde. Donc ça, on comprend bien. Mais que, par contre, on mélange des biodéchets de restaurants, des bacs à graisse, d'autant plus qu'on préfère avoir les graisses dans des camions, enfin les collecter plutôt que de les avoir dans les réseaux d'assainissement et qui bouchent les pompes, ça semble plutôt une bonne idée. Bon. Et cette vision semble être assez franco-française, puisque en Allemagne, en Belgique, il n'y a pas cette interprétation aussi stricte de l'article 22. Concernant la question des délestages, très clairement, la position aujourd'hui, et on était encore au cabinet de la ministre de la Transition écologique, la secrétaire d'État, vendredi soir, c'est non, les services d'eau et d'assainissement ne sont pas prioritaires, y compris, et il n'y a même pas de garantie pour les points d'importance vitale. Alors, sur le principe, ce n'est pas forcément choquant. Alors, de toute façon, l'assainissement n'est pas dans le secteur des opérateurs d'importance vitale. Donc, de toute façon, ils n'étaient pas concernés. Mais même les grands services d'eau des grandes métropoles, tous leurs ouvrages ne sont pas considérés comme étant prioritaires, même s'ils sont classés d'importance vitale. Sur le principe,
on a des résiliences très différentes en fonction des ouvrages. On peut avoir des secteurs sur lesquels on a des châteaux d'eau en altitude qui tiennent 24 heures, 48 heures, 72 heures, surtout en hiver, dans les zones, sur le Morbihan, zone touristique. On a plutôt des problèmes de surcapacité de stockage pendant l'hiver, alors que c'est un peu tendu en été. Mais ça tombe bien. Donc là, si on les remplit avant, ils tiennent la journée, il n'y a pas de souci. Bon. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les ouvrages. On a un certain nombre de réseaux qui sont surpressés, c'est-à-dire qu'il y a une batterie de pompes qui fonctionne en permanence, qui s'ajuste en fonction de la demande, et si on coupe l'électricité, si on coupe les pompes, en un quart d'heure, il n'y a plus d'eau. Mais c'est très variable. Voilà, on a les deux extrêmes. Des secteurs sur lesquels, en 15 minutes, la pression va chuter. Donc, dans les étages des immeubles, très vite, ils n'auront plus d'eau. Et puis, petit à petit, plus d'eau. Ça veut dire pas non plus de défense incendie. Ça veut dire que des hôpitaux qui seront peut-être alimentés en électricité n'auront pas d'eau. Parce que je ne connais pas d'hôpitaux qui, aujourd'hui, ont une réserve d'eau. Et en assainissement, c'est un petit peu pareil. On a des secteurs sur lesquels le réseau peut monter en charge, donc on peut continuer à mettre des eaux usées. Il va stocker, et puis ensuite, quand on va remettre en service, on va écluser petit à petit, on va revider les réseaux, sous réserve que ce ne soit pas un jour de grosse pluie ou de fonte de neige, par exemple. Mais, donc là encore, on a des situations assez contrastées. Et le retour très clair, c'est que nous, on a alerté le gouvernement et les différents ministres dès le mois de juillet en disant attention, il est clair, on est gestionnaire de services publics, on est conscient de l'intérêt général, on est conscient des enjeux, il va falloir faire des économies d'énergie, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il y a un certain nombre d'ouvrages sur lesquels on ne peut pas garantir la continuité du service s'il n'y a pas d'électricité. Et aujourd'hui, voilà, et on est bloqué là-dessus. Les préfectures ont, malgré tout, pour la plupart d'entre elles, même considéré que ça ne faisait pas partie de la liste, donc de toute façon, ça a été évacué directement. Dans certains cas, on a pu, des adhérents, syndicats, communautés, métropoles, faire valoir des situations particulières, mais voilà, on n'a pas de garantie. Et les solutions consistant à mettre des groupes électrogènes sont inopérantes, puisque les services ont quasiment tous ils ont quelques groupes électrogènes de secours, ils ont des contrats de location sous astreinte de groupes électrogènes en cas de, un accident, un poste EDF qui est renversé par un camion. Ils peuvent trouver. Là, sauf que là, sur cette période, tous les groupes sont réquisitionnés. Donc, de toute façon, y compris d'ailleurs des groupes de certains services d'eau. Ils ne sont pas encore réquisitionnés, ils sont listés par le préfet qui se réserve le droit de les réquisitionner si besoin. Donc voilà, continuité qui risque d'être compliquée. Et puis dernier point sur l'impact des prix de l'énergie. Oui, je voyais, voilà, si on prend des grands syndicats, le syndicat des eaux de la Vienne passe de 3 millions d'euros à 12 millions d'euros de facture d'énergie. Ils ne sont pas concernés par l'amortisseur électricité quand même. Alors, on va voir. On a une petite incertitude. Et le filet, David. Non, parce que ce sont des syndicats. Donc, aujourd'hui, ne sont visés les syndicats mixtes. Les syndicats, et oui, mais c'est des syndicats mixtes qui ne sont pas des EPCI. Et donc ça concerne Noréade, ils passent, eux c'est de 8 à 28, la métropole de Nice passe de 8 à 30 et quelques millions d'euros sur l'eau potable. Donc voilà, c'est des augmentations très significatives, et on a alors sur le filet,
n'était pas... Pardon, je vous interromps. Sur le filet, notamment 2023, vous êtes pas les types de syndicats que vous citez ne sont pas concernés par le filet de sécurité? Non, Alors, dans le texte qui a été proposé à l'article 14 ter, il vise dans un premier alinéa, si vous voulez, les communes et leurs groupements, puis il y a les départements aussi par ailleurs, mais il renvoie ensuite aux communes et les groupements qui sont visés, ce sont les seuls EPCI à fiscalité propre. Donc les syndicats mixtes ou les syndicats intercommunaux qui sont des EPCI, mais pas pour les syndicats mixtes, mais ils ne sont pas visés dans le champ d'application du filet sécurité. Pour l'amortisseur, il y a un écart, alors c'est une question, entre l'annonce du gouvernement qui en gros dit soit vous bénéficiez des tarifs réglementés d'ores et déjà, vous y êtes éligible et vous êtes couvert par le bouclier tarifaire dans l'électricité, hausse limitée à 15% TTC en 2023, soit vous avez un contrat sur le marché, vous avez souscrit une offre de marché et vous êtes éligible au dispositif de l'amortisseur électricité. Mais la loi, l'article 42 ter du PLF 2023, renvoie à un décret le soin de définir les clients éligibles à l'amortisseur. Donc, on peut penser qu'il n'y a pas de trou. On pourrait penser qu'il n'y a pas de trou dans la raquette. Et par contre, les entreprises, il y a des conditions de taille. Ça a été annoncé. Il y a deux notes qui sont publiées sur le site du ministère de la Transition énergétique, dont une spécifiquement pour les collectivités locales. Mais il y a toujours cette question, qu'est-ce que l'on entend par groupement, en fait? Et si... par analogie avec ce qui se passe sur le filet de sécurité, on réduit la notion de groupement de collectivités territoriales aux seuls EPCI à fiscalité propre, il s'ensuivra que les syndicats, M. Traillard parlait de production d'eau potable, mais quel que soit leur domaine d'activité, ils ne seront visés ni par le filet de sécurité, ni par l'amortisseur, qui sont des dispositifs en fait complémentaires. Non, parce que si je me permettais d'insister, c'est que j'ai vu la liste des bénéficiaires de l'acompte, le filet de sécurité 22. Il y a beaucoup de syndicats. Moi, je regarde juste le département de la Gironde. J'ai un grand nombre de syndicats qui ont bénéficié d'un acompte filet 22. Donc, je veux bien qu'on échange sur ce point-là, parce que ça me... peut peut-être revérifier, mais moi j'ai un syndicat de production d'eau potable qui représente 10% de la production des départements de la Manche. Alors, la commune, bien évidemment, le président du syndicat qui m'a alerté, sa commune est bel et bien protégée par le bouclier, mais son EPCI, donc son syndicat de production d'eau potable, ne l'est pas du tout, et on a une augmentation de l'ordre de 750 000 euros sur l'année, ce qui fait quand même, qui est important pour un syndicat comme celui-là, quoi. Et puis, voilà, il y a effectivement en tout cas un flou. Oui, il y a un flou parce que chez moi, il y a des syndicats scolaires qui regroupent des communes qui ont été pris dans ce genre de choses. Donc, je vois pas c'est des regroupements de communes pour le coup. Mais... Oui, mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a... Alors, ce qui est en plus un peu plus compliqué, c'est que le décret parle de groupement de communes. Donc, formellement, les syndicats de communes sont bien des groupements de communes, mais ensuite, on ne parle plus que des EPCI à fiscalité propre. Bon, en raison des critères d'éligibilité en fonction du potentiel fiscal, etc. Et puis, il y a un deuxième... donc, il y a la question des syndicats mixtes. Et puis, il y a une deuxième question qui est ouverte aussi sur l'amortisseur. C'est la question des régies dotées de la personnalité morale, qui sont des établissements publics, mais qui ne sont pas évidemment des groupements en tant que tels, sur lesquels les projets qui figurent, la note qui figure sur le site du MTE, mentionne les régies qui n'interviennent pas dans le champ concurrentiel. Et ça, c'est un peu flou, parce que suivant qu'on parle du Code de la commande publique, du Code général des impôts, toutes ces notions ne sont pas très très claires. Et ce qui semble un petit peu étonnant dans la mesure où, en plus, les entreprises concessionnaires, elles, sont éligibles, mais les régies ne le seraient pas. Donc, il y a un flou, en tout cas. Et effectivement, les conséquences aujourd'hui, nous, on commence à compiler des retours des collectivités. C'est, alors syndicats ou communautés, ou métropoles, c'est des augmentations de tarifs de 5 à 10%.
qui sont en cours de délibération en ce moment, qui ne permettront même pas de maintenir en euros courants le volume d'investissement qui avait été programmé sur 2021-2022. Donc on va avoir à la fois une augmentation, les augmentations de tarifs qui sont aujourd'hui votées, ou en cours de délibération, donc 5-10%, ne suffiront pas à maintenir le volume d'investissement. Alors il y en a quelques-uns qui maintiennent le volume prévisionnel d'investissement, hein, c'est pas uniforme. Enfin, la tendance générale, c'est que les surcoûts occasionnés par les tarifs de l'énergie, mais aussi les réactifs et les travaux, plus la masse salariale, hein, parce que ce soit le point d'indice pour celles qui emploient des fonctionnaires ou qui sont alignés dessus, ou les négociations annuelles obligatoires pour les salariés de droit privé, sera financé pour partie par une augmentation de tarifs et pour partie par une baisse de l'investissement, en mettant, je ne sais pas s'il faut mettre un cierge ou quoi, mais en espérant que ce soit, bon, si c'est une année, bon, on peut encore peut-être, mais il ne faut pas que ce soit durable. On est plutôt dans une phase où on est en pleine planification écologique, on est tous à dire qu'il faudrait mettre 1 à 2 milliards d'euros supplémentaires d'investissement chaque année, et on part plutôt sur 500 millions de moins. Je rebondis sur ce dernier point parce qu'on arrive un peu au bout du temps imparti pour l'audition, et pour autant c'est un sujet fondamental. Comment on maintient, y compris dans cette période, et qu'on n'ait pas un gros trou d'air sur l'investissement public local en 2023 et 2024, alors même qu'on voit bien que sur tous nos champs de politique publique, vous parliez de l'éclairage, on parle de la rénovation, on parle des réseaux d'eau, on parle des bornes électriques, il faudrait accélérer. Donc peut-être qu'on pourrait, à l'occasion notamment du colloque que l'on souhaite organiser fin janvier, début février, poursuivre ces échanges-là avec vos éclairages qui sont, je trouve, passionnants par rapport aux problématiques que l'on essaie de porter ici. Écoutez, je voudrais vous remercier pour votre disponibilité à tous les quatre, et pour ces échanges très passionnants, stimulants, très précis aussi. Puis on a du coup nous aussi une liste de points à regarder de notre côté, et je vous propose notamment sur la question du filet de sécurité qu'on poursuive les échanges pour être sûr, notamment sur la manière dont on traite bien les syndicats. Voilà, et l'articulation. Merci encore.